Bonjour à tous, bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de la semaine de l'optimisme organisé par Morning. Un grand merci de votre présence. Comme certains d'entre vous n'étaient pas là hier, je vais juste prendre 2 minutes pour vous expliquer deux, trois éléments de contexte. Morning, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une joyeuse bande de 130 personnes qui crée des espaces de travail et tout ce qui va avec pour faire en sorte que les gens passent une bonne journée au boulot. Pour y arriver, on fait plein de choses, notamment la semaine de Morning. Donc, chaque trimestre, depuis 2 ans, on a déjà balayé pas mal de thématiques. La semaine de l'impact, la semaine de l'intelligence artificielle, la semaine de l'aventure, la semaine de demain. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous convier à la semaine de l'optimisme. Moi, je suis Anissa, responsable de la communauté chez Morning et en charge de cet événement. Je ne vous cache pas que cette thématique me tient beaucoup à cœur. J'aurais bien aimé être une des intervenantes aussi, mais il paraît que ce n'est pas possible. Mais bon, blague à part, je ne suis pas forcément la mieux placée. Mais quand même, j'ai envie de vous partager un truc. Parce que depuis ma position au boulot, je suis amenée à croiser pas mal de coworkers. Bon, en ce moment, plutôt en visio au téléphone. Mais je vois bien que cette période n'est pas facile. Les colloques morning, et donc j'imagine un paquet de gens d'ailleurs, sont en quête de solutions nouvelles. Tout le monde a besoin de prendre du recul, de changer d'angle. Et c'est pour ça que cette semaine de l'optimisme existe. C'est pour ça aussi que nos invités sont là. Hier, c'était Thierry Saucé et Marjolaine Grondin qui nous ont gonflé à bloc. De demain, ce sera Isaac Guedz avec Marie Barbier, notre RH, et Caroline Leroy, la DRH de PayFit, qui nous parleront de l'entreprise et des organisations qui se renouvellent. Jeudi, ce sera au tour de Stéphanie Ampard de So Good de nous parler des nouvelles narrations avec Anne-Sophie Novelle, Valérie Zoïdo et Caroline Dechantrac. Mais avant de fuir vers le futur, profitons du moment présent. Il y a de quoi se réjouir. Nous accueillons aujourd'hui Tariq Tchekchak, ingénieur biologiste qui est là pour mettre en lumière les potentiels du vivant comme source d'inspiration pour les organisations. Et il n'est pas tout seul, loin de là. Mais je laisserai le soin à Florie Debayeux, journaliste chez Uzbek Erika et animatrice, le soin de présenter tout ce beau monde et le déroulé de l'événement. Avant de vous laisser la parole, je tenais simplement à vous remercier chaleureusement, vous tous, d'être en ligne. Franchement, c'est hyper sympa de voir l'engouement que cet événement a suscité, à la fois chez les spectateurs, enfin chez vous, et autour de la table. Donc, merci beaucoup aux intervenants du jour. Un grand merci à Tariq et je me permets aussi à Delphine de l'Institut des Futurs Souhaitables, sans qui cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Vous faites un travail de dingue pour nous pousser à nous transformer, pour impulser un changement à grande échelle. Alors, merci beaucoup. Merci à Ederdo et Olivier qui nous ont rejoints tardivement et on est très heureux de vous avoir avec nous. Et évidemment, Florie, comme tu le sais, on adore travailler avec toi et on est content de pouvoir partager cette journée, ce moment avec toi. Donc là, c'est à toi. Je te laisse prendre la main, Florie. Bonne conférence et à demain pour les autres. Je laisse le micro. Merci Anissa. Merci beaucoup. Bon, je vais répéter pas mal de choses que Anissa a dit. Alors moi, c'est Florie de chez Uzbek Erika. On est le média qui explore le futur. Et on est ravis encore une fois d'accompagner Morning sur cette semaine et plus particulièrement sur cette conférence sur le biomimétisme. Je vais répéter quelques petits trucs qu'elle a dit, mais parce que je vois que le nombre de participants augmente au fur et à mesure, donc je me répète un peu, mais ce sera pour les nouveaux arrivés. Donc hier, on vous a donné des conseils pratiques pour être optimiste. Aujourd'hui, on va rester dans cette mouvance, car quoi de plus optimiste que de vous dire que des solutions existent pour réparer notre société et la faire évoluer dans le bon sens, donc vers des futurs souhaitables. Je prends le temps dès maintenant d'ailleurs de remercier Anissa, François et Agathe avec qui je travaille au Morning pour l'organisation de ces conférences. Merci encore une fois. Et alors, on est parti sur cette conférence sur le biomimétisme. Elle va se dérouler en 2 temps. Dans un premier temps, on a Tariq Tchekchak, donc, qui est directeur du pôle biomimétisme de l'Institut des Futurs Souhaitables, qui va nous présenter sa vision du biomimétisme et des possibles que cela offre pour les individus, pour les organisations et pour les territoires. Puis, nous discuterons avec lui et ses collègues sur ce sujet. Avec nous aujourd'hui, du coup, Eduardo Blanco, chargé de mission biomimétisme et villes régénératives, qui parlera avec nous des différents types de bio-inspiration pour les espaces urbains et le potentiel d'alliance entre écosystèmes et besoins humains. Et on a également Olivier Massico,
consultant, développeur stratégique et conseiller sur les dynamiques de transition collaborative des organisations et des territoires. Et enfin, cofondateur du Territory Lab. Donc, on vous en dit plus tout à l'heure et sans plus attendre. Je donne la parole à Tariq et avec Eduardo et Olivier, on enlève nos micros et nos caméras. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, je suis plein de gratitude parce que j'imagine que, comme moi, beaucoup d'entre vous passent une bonne partie de leur journée en ce moment devant un écran et que vous avez néanmoins choisi d'être là avec nous pour peut-être découvrir pour certains d'entre vous ou consolider ce que vous pouvez connaître du biomimétisme et de son potentiel. Je vous remercie de l'invitation. Ça me fait toujours plaisir d'échanger sur ces questions-là et particulièrement sur la question au-delà de l'aspect technologique pour lequel le biomimétisme est bien identifié, le potentiel d'application aux organisations à différents niveaux d'échelle de complexité de l'individu, donc membre d'organisation, jusqu'à son organisation ou ses organisations et jusqu'à l'échelle territoriale. Et je suis vraiment ravi d'avoir avec moi Olivier et Eduardo pour pouvoir justement échanger. On est parti pour une quinzaine de minutes de monologue et je m'en excuse. On va rapidement ensuite passer à quelque chose qui est plus de l'ordre de l'échange et du débat, avec, je l'espère, votre participation à travers vos questions. Alors peut-être un petit rappel rapidement, la bio-inspiration versus le biomimétisme. La bio-inspiration, l'art de s'inspirer de la nature pour résoudre des challenges humains, que ça soit artistique, que ça soit technologique, que ça soit organisationnel. C'est vieux comme l'humanité. Je pense que n'importe quel être humain qui a réfléchi à sa place dans le monde depuis que Homo sapiens et Homo sapiens, peut-être même avant, à un moment donné, a observé les autres espèces autour de lui pour essayer de voir s'il n'y avait pas des stratégies de chasse, des stratégies pour habiter, pour se protéger, pour acquérir des ressources qui ne pourraient pas être dignes d'être inspirées, une source d'inspiration. Tout le monde connaît Léonard de Vinci, grand maître de la bio-inspiration, qui disait va dans la nature car là est ton futur, avec ses codex, ses magnifiques dessins. Certaines de ces idées ont été prototypées, d'autres sont restées à l'état du dessin. Par contre, le biomimétisme, bios qui veut dire la vie, mimesis, imiter, le mot même biomimétisme en anglais c'est biomimicry, ça c'est un peu plus récent. C'est 1997, une américaine qui s'appelle Janine Benyus, qui est la première à poser une intention particulière au sein de la démarche, c'est-à-dire se servir de la bio-inspiration pour essayer de tenter de résoudre les grands enjeux de la transition écologique, les grands enjeux de l'éco-conception. Donc ça, par contre, voilà, c'est vraiment Janine qui est la première à poser ce type d'intention. Alors, à partir de là, ça a essaimé. En France, on parlera du CBIOS tout à l'heure, c'est une organisation qui est vraiment en train de jouer un énorme rôle dans la structuration du réseau en France du biomimétisme, et puis des explorations aussi avec le Territory Lab qu'on découvrira tout à l'heure. Pour en revenir donc à la façon dont le biomimétisme peut s'incarner dans le réel, il y a trois grandes directions. Une direction qui est plutôt essayer de comprendre finalement comment la forme d'un arbre, la forme éventuellement d'un coquillage peut me donner des recettes de conception pour l'architecture, pour le design des objets. Et si on touche à la dimension des organisations ou des espaces de travail, alors il y a aussi des innovateurs à travers l'Europe, à travers le monde, qui s'inspirent effectivement d'autres organismes ou de structures créées par des colonies d'organismes pour finalement inventer des nouveaux buildings qui vont moins consommer d'énergie. Pour la climatisation, c'est le cas par exemple de Michael Pierce qui s'est inspiré des termitières au Zimbabwe et en Australie, du système qu'ont les termites en fait dans leurs termitières pour maintenir une température favorable entre autres aux champignons qu'ils cultivent pour pouvoir prédigérer la cellulose, laisser les champignons en fait qui la transforment. Eux ne peuvent pas la digérer. Et donc, c'est un peu le principe du puits canadien, avec des tubes qui vont sous terre, qui vont faire remonter de la température plus clémente quand c'est nécessaire, quand il fait très chaud, et puis au contraire, réchauffer un peu quand il fait frais, en ouvrant ou en fermant des opercules, et tout ça autour d'une cheminée centrale. Ça a permis d'économiser de manière très significative les frais, entre autres, de fonctionnement de ces buildings, puisqu'il se passe de climatisation électrique. Mais c'est aussi, et je ne sais pas si Laurie, il est possible de présenter
les quelques slides que je t'ai envoyés, ou si c'est compliqué, je continuerai. En attendant, en tout cas, si tu peux le faire, ça serait super. Eh bien, il y a aussi quelques innovateurs, comme en Allemagne, Hakim, qui va, lui, s'intéresser, par exemple, à la pomme de pin, pour voir comment, finalement, la pomme de pin, en fonction des conditions de température, des conditions d'humidité, va s'ouvrir et libérer les graines au bon moment. Alors, il y a des structures de bâtiments qui ont été, des enveloppes de bâtiments qui ont été créées, qui ont en fait la capacité finalement, merci, de s'ouvrir sans électricité. Alors, c'est pas ce qu'on voit là, mais c'est le même innovateur. On n'est pas forcément toujours dans de l'éco-conception. Ils vont faire des bâtiments conceptuels pour essayer finalement différentes stratégies inspirées du vivant chaque année. Euh, Vous avez en fait différents essais, c'est en Allemagne, entre autres connectés à l'université de Stuttgart. Et vous voyez bien en fait qu'au-delà de ces structures capables par exemple d'ouvrir des opercules et donc d'aérer l'intérieur des bâtiments, il y a des formes qui sont des formes plutôt biologiques. On quitte un petit peu le côté angulaire, le côté carré, en fait, pour rentrer dans des formes organiques où les arrondis, où les structures cellulaires sont de plus en plus explorées. La diapositive suivante, s'il te plaît, Laurie. Et puis, il y a même, et là on parle vraiment ce qui peut être aussi des espaces de travail qui sont expérimentés ou qui pourraient être ceux de demain. Là, il y a une chose intéressante dans ce que vous voyez là, c'est une alliance entre architectes, designers et des organismes vivants en tant qu'organismes vivants, je dirais. Là, ce n'est pas simplement s'inspirer de la forme et puis créer par ailleurs, c'est une co-création quelque part. Alors là, c'est le MIT Media Lab aux États-Unis qui est connecté en fait à Harvard, à l'université d'Harvard et au MIT. Et là, vous avez en fait une structure qui a été tissée en fils, et sur ces fils ont été posés des verres à soie. Et donc, on est dans ce qu'on appelle de la bioassistance. C'est en même temps, la forme elle-même est organique, hein, on voit bien qu'on n'est pas dans un rectangle, ou dans un carré, ou dans un triangle, on est dans quelque chose qui ressemble un peu à une cellule, mais par-dessus, il y a eu donc ces organismes qui ont tissé avec leur soie, c'est la structure que vous voyez là. Diapositive suivante, s'il te plaît, Laurie. Et puis, on a aussi cette notion de plus en plus qui est en train de monter pour rester vraiment sur les espaces de travail, de ce qu'on appelle la biophilie, c'est-à-dire le besoin de nature psychologique. Là, je voudrais prendre l'exemple d'un partenaire de l'IFS dont les bureaux de l'UFS, en tout cas, se situent chez Pixelis. Pixelis, c'est un espace qui est un espace de convivialité au travail, mais aussi d'événements, où il y a eu plus de 380 plantes vertes. Je crois que c'est un des lieux les plus végétalisés, un des espaces de travail les plus végétalisés. Et ça crée une ambiance complètement différente, un environnement de travail complètement différent. Il y a des études maintenant qui montrent à quel point l'efficacité au travail, le bien-être au travail est aussi corrélé à cette présence de la nature, cette présence même visuelle, olfactive, d'éléments naturels dans notre quotidien de travail. La diapo suivante, s'il te plaît, Laurie. Et puis, donc, au-delà de l'aspect où on travaille, il y a l'aspect des organisations et des individus au sein de ces organisations. L'Institut des futurs souhaitables, en collaboration avec le CBIOS et HEP Éducation, on s'intéresse beaucoup à un autre aspect du biomimétisme qui est non plus simplement la forme, comme je le disais, même si j'ai fait un petit aparté avec la biophilie, qui est la présence de nature dans notre environnement. On va s'intéresser aux aspects algorithmiques, l'optimisation, par exemple les comportements synchronisés, que ça soit dans un banc de poissons ou bien des insectes sociaux, comme je citais les termites tout à l'heure, mais les fourmis, un vol des tourneaux. Comment finalement, nous, en tant qu'organisation humaine, on pourrait apprendre de principes pour être plus agile, plus synchronisé. Synchronisé, d'accord, mais vers quel champ souhaitable? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de chercher, quand on parle d'organisation et de l'humain, chercher l'inspiration dans la nature, hors humaine, je veux dire, parce qu'on fait partie de cette nature, mais bien de le faire avec un esprit humaniste. Parce que, attention, il y a eu beaucoup, beaucoup d'exemples dans l'histoire d'interprétations qui nous arrangeaient de certaines choses, comme la sélection naturelle, par exemple, et appliquées au champ social, où il s'agit de l'humain,
ça peut conduire à des catastrophes. Pour être un peu provocateur, le romantisme allemand de Retour à la nature des années 20 a fini en partie par nourrir, malgré eux bien sûr, les camps de concentration nazis et le darwinisme social. Donc, il y a matière, quand on parle de l'humain, à faire réellement ce que l'Institut, en tout cas, essaye de faire avec beaucoup de soin et d'attention, une alliance entre besoins humains fondamentaux, humanisme, et ce que l'on peut apprendre effectivement de systèmes non humains. Là, on a développé un jeu de cartes qui s'appelle les principes du vivant. Et ce qui va nous intéresser là, ce n'est pas tellement de comprendre pourquoi telle forme va répondre à telle ou telle fonction et en quoi on pourrait adapter ça à nos enjeux architecturaux, de design d'espace ou de design d'objets, mais finalement, quelles sont les règles du jeu qui semblent émerger de 3,8 milliards d'années d'existence de la vie sur Terre et qui semblent être des règles dont on ferait bien de s'inspirer. C'est ce qu'on appelle les principes du vivant. Je vais vous en donner quelques-uns. Par exemple, dans le vivant, l'eau est le solvant universel. Ça, pour la chimie, c'est intéressant. Dans le vivant, les briques fondamentales, les atomes, ce sont les atomes les plus abondants qui sont utilisés, pas les plus rares. Et on voit bien que notre économie est plutôt basée sur la rareté. Ce qui a de la valeur, c'est surtout la rareté. Et c'est logique, sinon c'est un cul-de-sac si vous misez votre développement sur des matériaux qui sont rares. Pensez à ce qui se passe avec la transition écologique. Beaucoup des énergies renouvelables dont on parle dépendent de terres rares qui viennent de l'autre bout du monde la plupart du temps. Je ne dis pas que ce n'est pas bien pour un premier pas, mais en tout cas, il y a une logique stratégique à re-questionner. Tout déchet de l'un est une ressource pour l'autre. Ça aussi, c'est un principe du vivant qui est extrêmement important dans tous les écosystèmes. Et puis, quand on parle des organisations, il peut être extrêmement intéressant de se rendre compte, par exemple, que surtout en période de tension sur les ressources, c'est la coopération qui paye plutôt que la compétition. Et vous voyez un peu l'idée. Là, on est vraiment dans des choses qui peuvent être l'ordre de la stratégie individuelle, des choses qu'on peut prendre personnellement pour soi, pour éclairer finalement la façon d'avancer en complexité, puisqu'on est dans une période extrêmement ambiguë, extrêmement complexe, extrêmement volatile. Donc, ça demande des changements de posture. Le vivant peut nous enseigner certains de ces changements de posture qui sont comme apprendre à faire du vélo et naviguer dans la complexité d'une ville, néanmoins. Et puis, il y a des choses qui peuvent servir aussi pour des territoires et pour les organisations, pas simplement les individus. Donc, c'est différentes applications un peu emboîtées, comme des poupées russes, qui font que, finalement, on tire la conclusion du fait qu'un système vivant comme un humain, en connexion avec un autre système vivant qui est un autre humain, crée un système vivant qu'on appelle une organisation. Et donc, on va quitter quelque part la métaphore très mécanistique de l'entreprise ou de l'organisation, qui a prévalu, même dans les mots, hein, la boîte, les ressources humaines, la transmission, les directions, pour quelque chose qui est plus organique et plus finalement en phase avec la réalité biologique. Une organisation est un système vivant, au même titre qu'une forêt est un système vivant. Je n'ai pas dit un individu, j'ai dit un système vivant. Et donc là, c'est vraiment intéressant de voir que même dans le langage des entreprises, il y a un besoin de retour à cela qui transpire, puisqu'on parle d'ADN d'entreprise pour la raison d'être. On va parler d'écosystème. Et on voit bien que la métaphore mécanistique du 19e et 20e siècle est en train doucement de se transformer en un signal qui monte en puissance, qui sont des métaphores biologiques. La prochaine, s'il te plaît, et je finirai avec ça, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Eh bien, en fait, quand on parle de territoire, il y a aussi, alors j'ai pris juste un exemple d'une affiche qui m'avait un peu inspiré il y a quelques années, de cette alliance dont nous parlera Eduardo tout à l'heure, entre système urbain et écosystème. Comment finalement, si on prend en compte le fait qu'on est inscrit dans la toile de la vie depuis l'apparition de l'humain, et bien avant, en fait, qu'on partage avec les espèces qu'on croise sur cette planète une relation de filiation, je vais jusque-là, un peu comme ce que les peuples racines, les peuples premiers, les peuples autochtones nous racontent, les scientifiques disent la même chose. Nous descendons tous de quelque chose qu'on a appelé LUCA, les scientifiques. Last Universal Common Ancestor. La première cellule ou les premières cellules qui sont apparues dans l'océan primordial il y a 3,8 milliards d'années. Toutes les espèces que vous croisez dans votre quotidien, le moustique qui vous embête, votre chat qui vient se frotter contre votre jambe devant un bon feu, le chevreuil ou le sanglier que vous pouvez croiser lorsque vous n'êtes pas confiné dans une forêt, eh bien, vous avez un lien de parenté, vous descendez comme lui de Luca, de ses toutes premières cellules. Et en fait, on voit que, comme le dit parfois Baptiste Morisot et d'autres auteurs,
il y a un appel à une nouvelle relation au vivant, à quelque chose qui est plus de l'ordre de la vision utilitariste. En quoi ça peut être utile pour l'humain? Et non plus la vision trop romantique, une vision équilibrée, une vision qui permet aussi de créer ce que Baptiste Morisot appelle une diplomatie interespèce. Et puis aussi, comme dans les périodes de transition, eh bien, on ne peut pas du jour au lendemain devenir une forêt mature. Il y a des étapes et peut-être qu'actuellement, nous sommes en train d'essayer de définir tous ensemble vers quoi on tend, quel serait notre futur souhaitable, nos futurs souhaitables, quelles seraient nos forêts matures. Et puis à partir de là, une fois qu'on est clair sur ça, effectivement, oui, tu peux arrêter le diaporama, merci. Tu peux arrêter le diaporama, merci, oui. Une fois qu'on est clair sur ça, alors à ce moment-là, on définit des étapes. Et chaque matin, je pense que c'est une autre énergie que de se réveiller en se disant, ben voilà, c'est vers cette forêt-là ou vers ce récif de corail-là que collectivement on essaye de tendre. Bien sûr, ici, récif et forêt étant une métaphore pour nos sociétés souhaitables, symbiotiques et avec des nouveaux partenariats avec le vivant. Et j'arrêterai là pour laisser la place au débat. Merci beaucoup, Tariq. Eduardo et Olivier, je vous laisse revenir avec nous. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions. Normalement, vous avez sur Zoom la possibilité avec le Q&R qui est juste en dessous. Donc, n'hésitez pas tout au long de cet échange à mettre vos questions. On essaiera d'y répondre le plus possible à la fin. Voilà. On va essayer de continuer avec une table ronde, hein. Il y a Olivier et Eduardo qui se sont joints à nous virtuellement. Merci encore à tous les 3 d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Tariq, pour cette première vision globale du sujet. Et sur cet épisode que vous avez bien introduit, je vais moi aussi un peu introduire notre table ronde, en fait, sur cette partie du biométisme pour préparer cette conférence. J'ai été écouter un podcast qu'on avait relayé sur Uzbek Erika qui s'appelle Sismic. Et sur cet épisode de Sismic, j'ai beaucoup aimé la façon dont il a introduit le biomimétisme. Et donc, sur Sismic, il disait « Parler du biomimétisme, c'est d'abord se rendre compte à quel point, sans le savoir, nous sous-estimons le génie du vivant. Et en parallèle, nous surestimons ou avons tendance à surestimer trop souvent notre propre technique. » Et il dit aussi « Le biomimétisme, c'est la possibilité de changer nos regards sur les futurs possibles. » Et donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, ici, on va essayer ensemble de changer le regard de nos spectateurs sur les futurs possibles et leur donner des pistes de réflexion sur le sujet du biomimétisme, des pistes que Tariq a déjà un peu abordées là, dans cette présentation. Et là, tous les 4, on va essayer de rentrer dans 3 sujets, 3 parties en tout cas du sujet, qui s'inspire déjà beaucoup de ce que tu as dit, Tariq. On va essayer de structurer notre discussion autour d'abord d'une première partie sur la structure des espaces. Donc, comment on peut imaginer et améliorer nos façons de travailler et nos lieux de travail grâce au biomimétisme. Ensuite, on parlera d'équilibres fondamentaux, comment le biomimétisme est finalement un moyen de donner du sens dans nos organisations et nos manières de travailler de manière générale. Et enfin, on parlera territoire, comment l'ancrage d'une entreprise peut permettre de redonner du sens globalement. Mais peut-être avant cela, je vais donner la parole à Eduardo et à Olivier pour se présenter. Donc Eduardo, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais et en particulier sur quoi tu travailles? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, je suis Eduardo Blanco. Je suis au CEBIOS. Donc, les CEBIOS, comme Tariq a parlé très rapidement, c'est une association qui groupe et catalyse la dynamique du biomimétisme en France aujourd'hui. On a plusieurs missions. Donc, on a des missions de recherche scientifique dans laquelle je suis plus lié. On a des missions d'accompagnement au projet. Donc, on vient accompagner des acteurs qui sont intéressés à ces sujets, à mettre ça en place, à rentrer dans les concrets. On vient sensibiliser les publics à ces notions aussi. Et voilà, moi, je travaille plus spécifiquement dans l'accompagnement au projet et dans la recherche scientifique. Donc, je viens accompagner, je suis urbaniste ingénieur de formation, donc je viens accompagner des acteurs de la promotion immobilière, de urban designers qui sont intéressés à ces notions de biomimétisme, à comment faire ce transfert des connaissances, comment appliquer des solutions biomimétiques ou trouver ces modèles du vivant pour transférer l'information au projet et aller vers des projets qui vont contribuer à la transition écologique. Et dans les volets de la recherche scientifique, je mène une thèse en lien avec les muséums d'histoire naturelle dans un laboratoire d'écologie de la conservation. Et là, je m'intéresse à une approche plus spécifique, qui c'est la bio-inspiration au niveau des écosystèmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre
de ces écosystèmes et pour transférer ça à une échelle spécifique de la ville aussi, que c'est les quartiers. Donc aujourd'hui, les biomimétismes, il était plus exploré, si on parle des villes, à l'échelle de l'architecture et on prend normalement comme modèle une espèce vivante spécifique. Donc moi, je suis plus spécifique, enfin, j'ai ce focus là sur l'écosystème et les quartiers. Donc pour donner un peu un panorama rapide. Merci Eduardo. Olivier, je te donne maintenant la parole. Est-ce que toi aussi, à ton tour, tu peux nous raconter ce que tu fais et surtout avec qui tu travailles? Ok. Donc Olivier Massico. Donc moi là, j'interviens, je pense, sous l'invitation de Tariq avec deux casquettes. Une casquette qui est plus celle d'un consultant en fait sur des questions collaboratives dans les organisations. Donc j'interviens dans les entreprises ou les associations ou les collectivités, plutôt sur des enjeux, on va dire, de revitalisation, régénérescence, résilience, on va dire, des équipes et des projets. Voilà, donc soit des structures qui sont plutôt dans une envie en fait de se transformer et d'évoluer, soit des structures qui sont plutôt dans des clashs, dans des moments de difficulté et qui sentent en fait qu'ils ont besoin de bouger quoi qu'il arrive. Donc, soit plutôt de la médiation, soit vraiment de la créativité. Donc ça c'est un volet. Et puis j'évolue en fait avec l'Institut des Futurs Souhaitables, en partie avec le CEBIOS, là les liens se sont faits dernièrement, sur un projet, alors qui est marrant parce qu'il est assez inversé par rapport à ce qui se passe là. Moi j'habite sur un territoire qui s'appelle la vallée de la Drôme, qui est une petite vallée rurale au pied du Vercors. Et il se trouve qu'il y a un projet de territoire qui s'appelle BioVallée, qui a une belle réputation européenne, qui est un projet de résilience, on va dire, territoriale. Et en fait, cette vallée, tout le monde l'appelle la vallée du vivant. C'est une vallée qui est supradynamique, dans laquelle il y a beaucoup de bio, dans laquelle il y a beaucoup de pionniers de la bio. Le logo AB est peut-être né un peu par là. Et en même temps, vous avez plein de projets de l'ESS assez forts en fait, qui se trouvent là. Et du coup, on est des habitants du territoire qui se sont posé la question de savoir pourquoi ce territoire il était aussi vivant. Voilà. Et donc, du coup, on est parti de ce constat en se disant, mais qu'est-ce qui fait qu'il est si vivant et qu'est-ce qu'on peut y apprendre en fait qui pourrait être transmissible ou en tout cas inspirant en fait pour d'autres territoires. Et donc du coup, c'était le lien avec Tariq, c'est-à-dire sur l'envie en fait de se dire, bah, s'il est vivant, c'est que ça fait appel sans doute à des principes vivants. Donc Tariq, dans sa fonction en fait d'expert sur le biomimétisme, pouvait donner une approche. Et donc du coup, on est parti sur cette notion de biomimétisme territorial. Voilà. Mais du coup, moi, j'ai ce côté un peu organisation vivante et puis côté biomimétisme territorial, c'est-à-dire comment ça s'applique sur un territoire. Très bien. Merci Olivier. Tariq, je me permets également de répéter qui tu es pour les gens qui sont arrivés un peu en retard. Donc Tariq Çekçak, directeur du pôle biomimétisme à l'Institut des Futurs Souhaitables, un établissement qui propose des formations et des conférences à visée prospective. Voilà, pardon, je t'ai pas redonné la parole, j'avance. Sur la partie 1, donc la structure des espaces, comment peut-on imaginer améliorer nos façons de travailler et nos lieux de travail grâce au biomimétisme? Eduardo, je vais commencer avec toi. Une question pour toi. Est-ce que tu peux nous parler du travail que tu fais sur la biophilie appliquée aux espaces pardon, de travail? Et déjà, qu'est-ce que c'est la biophilie? Oui, oui, tout à fait. Je pense que je vais aller un peu en arrière avant de rentrer sur ça. J'aime bien mettre ça en évidence que le biomimétisme, on parle de biomimétisme, des villes, d'espaces de travail, et il a des opportunités. Tariq l'a déjà montré un peu dans son intervention. On a des opportunités à toutes les échelles de la ville. Donc, chaque échelle, c'est une opportunité d'application du biomimétisme. À l'échelle de l'organisation du territoire, à l'échelle du bâtiment, à l'échelle du quartier, à l'échelle d'un bâtiment en soi et à l'échelle de cet espace intérieur. Et c'est là que je vois un lien fort avec la biophilie. Donc la biophilie, Tariq l'a déjà donné quelques pistes, mais c'est un concept qui va dater, il date des années 80, 90, qu'il a commencé à être discuté, mais c'est les liens innés entre l'être humain et la nature. Donc, en tant qu'espèce, on a évolué dans des écosystèmes naturels et aujourd'hui, on a ces liens. On a ces liens avec les éléments naturels, avec la lumière naturelle, avec les espèces végétales, avec les bruits de l'eau, avec la brise qu'on sent. Et tous ces éléments, ils vont nous apporter un bien-être psychologique. Ça va jouer aussi sur notre santé physique d'une façon ou d'autre. Et ça a été conceptualisé beaucoup dans la théorie. Aujourd'hui, ça a été beaucoup testé dans l'aménagement de nos espaces de travail, vraiment. Donc, comment ces éléments naturels, comment intégrer tout ça va contribuer à une meilleure qualité de travail, va augmenter notre créativité aussi dans l'espace de travail.
Et donc, finalement, on arrive à des personnes plus heureuses, des sociétés, des entreprises plus performantes aussi, et c'est positif pour tout le monde. Donc aujourd'hui, comment faire de la biophilie? Il faut penser que quand on construit notre tendance dans l'aménagement de la ville, du bâtiment, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui? On s'est complètement éloigné des écosystèmes. On prend un écosystème, on les simplifie, on coupe tous les bouts qui existent, il est divers, il est complexe. On a envie, l'architecte a envie de tout maîtriser. Donc, il va tout enlever ces éléments naturels. On va faire presque tout de béton, avec des lignes droites, sans beaucoup d'interférences. Et tout ça va impacter notre qualité. Donc, la biophilie, elle vient pour donner la place à ces inconnus, à la nature, au vivant, d'intégrer notre espace de travail et y habiter avec nous. Donc on va, par exemple, on va privilégier des bâtiments avec des belles vues, avec une forte intensité de lumière naturelle. Donc ça, il y a plusieurs autres, points positifs dans cette approche. On va économiser de l'énergie, on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on va stimuler tous nos sens, nos perceptions sensorielles. On va stimuler, par exemple, on va travailler avec des matériaux dans l'aménagement qui vont avoir un lien avec la nature. Donc, on va travailler avec du bois, on va travailler avec de la pierre, on va travailler avec une palette de couleurs qu'on va trouver dans cette forêt, dans cette prairie, qu'on va s'inspirer. Donc, on va travailler avec la morphologie. Tariq l'a montré aussi des formes naturelles, donc plutôt des formes arrondies, plutôt éviter des lignes très droites, des lignes secs dans les bâtiments. Et aujourd'hui, ça revient beaucoup dans cette application dans l'espace de travail. Elle est très recherchée, on discute beaucoup, on réfléchit beaucoup comment faire ça. Donc voilà, pour parler un peu de biophilie. Je ne sais pas si je rentre dans les exemples tout de suite ou pas. Si on peut, si tu veux, je peux même, partager peut-être, les liens que tu m'as envoyés, par Ouais, exemple, si tu veux parler de l'hôpital, je peux en même temps que partager ouais. peut-être ouais? Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, vas-y. Ouais, donc je pense que je parle beaucoup d'écosystèmes, je pense que peut-être je donne des réponses avant que tu poses la question. D'accord. Et c'est important de comprendre quand on parle d'écosystème, on parle de biophilie, on va essayer de donc augmenter cette complexité de nos espaces avec la complexité qu'on trouve dans les vivants. Donc, un écosystème, c'est des espèces vivantes, donc c'est la biodiversité. C'est, des milieux abiotiques complexes, donc on a une diversité des types d'habitats et on a des transferts de matière, transferts d'énergie. Donc on va essayer de répliquer tout ça. Et donc là, un exemple intéressant qui travaille avec tous ces éléments, c'est ces projets d'hôpital. Donc je pense qu'on est en pleine crise sanitaire et l'hôpital, c'est un exemple qui me semble très pertinent. C'est l'hôpital Kotak Puat à Singapour. Donc il a gagné les prix de design biophilique de 2017. Qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qu'on va trouver dans ces projets? L'idée, c'était de créer un espace qui va aider les personnes qui sont hospitalisées à se guérir plus rapidement et aussi à réduire les niveaux de stress des personnels de l'hôpital parce on sait comment c'est cette vie, surtout en ce moment, on voit cette vie dans des aides-soignants dans l'hôpital, ça peut être assez épuisant. Et tout ça, c'est travailler avec ces éléments de biophilie. Donc le projet là, il est hyper végétalisé. Donc si on prend les fonciers du projet et on compare ça avec tous les espaces végétalisés en horizontal ou en vertical, on a 4 fois plus d'espaces végétalisés que d'emprises sur les sols. Et toute la surface du projet, elle est plus ou moins 20% végétalisée, horizontalement parlant. Donc on végétalise beaucoup, on travaille beaucoup avec de la lumière naturelle et ventilation naturelle. Donc on va privilégier, on va étudier l'écosystème, on va étudier les sites pour comprendre d'où est-ce que l'air vient, d'où est-ce ça va souffler, dans quelle direction, pour privilégier cette brise, cette aération de ces espaces qu'aujourd'hui on voit que c'est essentiel et qu'on se pose cette question, comment aérer nos espaces? Et les écosystèmes, ils se profitent de tout ça déjà. Donc ils ont déjà ces stratégies en place. Heu, Ils vont créer aussi beaucoup de diversité d'espaces, avec de l'eau. Donc, pour créer ces bruits de l'eau, cette présence, cette humidité qui est assez spécifique aussi de ces écosystèmes, assez tropical à Singapour. Heu en plus, on va travailler ça aussi avec des approches, plus sociales. Donc, il y a des productions de nourriture, hein, donc des légumes, des fruits organiques aussi,
dans quelques terrasses végétalisées du projet. Cette nourriture, elle est parfois, cet espace, il est travaillé, cet espace des productions, il est travaillé avec des personnes qui sont hospitalisées. Donc, ils ont l'opportunité d'y aller, de travailler, travailler les sols, travailler la production, ainsi que des personnes de la communauté, donc qui sont autour, qui habitent autour de ces grands projets urbains. Et tout ça, ça va être utilisé dans la cuisine de l'hôpital aussi, donc pour produire une nourriture qui va fonctionner, qui va aider ces processus de guérison au sein de l'hôpital. Donc, on essaye de fermer un peu la boucle. On va collecter de l'eau, on va utiliser des panneaux photovoltaïques aussi pour réduire l'empreinte et on va vraiment laisser la nature, inviter la nature pour ces projets et laisser cette nature habiter tous les projets. Donc, c'est un projet que je trouve assez intéressant et c'est un projet assez connu qui nous a appris beaucoup de choses sur la biophilie. Ça marche, merci beaucoup. De C'est très rien. intéressant. En effet, tu avais un peu anticipé ma question d'après, Oui, tu en as un petit peu parlé. Donc, on n'est pas forcément obligé d'y revenir, même si je trouve que c'était assez clair quand tu me l'as raconté, quand on a préparé ce rendez-vous. J'aimais bien comment tu as réparti finalement en 4 éléments ce que c'était que faire écosystème, parce qu'en fait, on ne se pose pas toujours la question. Ça veut dire quoi mm, un écosystème et du coup, je trouvais ça très intéressant. Peut-être que tu reviennes juste sur ces 4 éléments. oui. Oui, tout à fait. Bon, enfin, c'est pas une définition qui s'est faite par moi, hein, c'est une définition de l'écologie qui date déjà. Donc, quand j'ai commencé ma thèse, mes réflexions sur donc, comment on va s'inspirer des écosystèmes, je me suis posé beaucoup la question, qu'est-ce qu'on comprend comme écosystème et qu'est-ce que c'est un écosystème? Et finalement, je m'appuie sur la définition d'Odum, c'est donc un écosystème, c'est un espace dans lequel il y a la biodiversité, donc il y a les vivants. Il va être placé sur un espace abiotique, donc l'air, les sols, la roche, tout ce qui n'est pas vivant, et ça va créer des flux de matière, flux d'énergie et flux d'information. C'est quelque chose qu'on parle plus actuellement. Et ces 4 éléments, aujourd'hui, c'est sur ces 4 critères que je travaille quand je vais parler d'écosystème et d'un quartier qui essaye de faire écosystème. J'essaie de regarder, OK, comment ce projet va contribuer déjà à réduire la pression sur chacun de ces éléments, parce que notre activité humaine, elle met une pression sur la biodiversité, elle met une pression sur les flux de matière, sur les flux d'énergie, sur tous ces éléments, ces 4 éléments. Et le deuxième élément, donc, c'est un premier, comment on réduit la pression sur les structures et sur les logiques déjà existantes. Et la deuxième, comment on va régénérer tout ça, parce qu'on a déjà, notre activité humaine, on a déjà détruit un peu tout ça. Donc, le biomimétisme, il offre cette opportunité de régénérer, d'apporter, de reconstruire ces éléments et essayer de coupler les vivants et la nature et la culture humaine pour que les deux puissent coévoluer. Donc, aujourd'hui, nos quartiers, quand on parle des quartiers écosystémiques, je regarde beaucoup ça, comment ces quartiers intègrent la biodiversité, comment ils contribuent pour son évolution, qu'est-ce qu'il fait, comment il va travailler ces milieux abiotiques, est-ce qu'on va créer une diversité d'habitat, comment il va gérer les flux de matière, donc l'émission de carbone, la production de nourriture, est-ce qu'on va s'appuyer sur un écosystème extérieur ou est-ce qu'on va être résilient et plutôt autonome et produire tout à l'intérieur, et les flux de matière, flux d'énergie, la biodiversité, l'espace abiotique. Voilà, pour discuter un peu plus Merci beaucoup, de Edouard. bien. Tariq, peut-être que je vais te faire rebondir là, si tu veux bien, sur ce sujet justement du biomimétisme dans les espaces de travail, je veux dire. Je sais que tu m'avais parlé pendant qu'on préparait cet échange, tu m'avais parlé d'exemples qui qui se mettent en place en Allemagne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce qu'il y a des projets aujourd'hui que tu conseillerais de suivre qui sont peut-être des projets qui seront inspirants pour les autres demain? Oui, tout à fait. En fait, les exemples dont je te parlais, c'était plutôt des prototypages que j'ai montré tout à l'heure de Aki Mendes, qui est en Allemagne à l'université de Stuttgart. Mais au-delà de ça, puisque tu me donnes l'occasion de rebondir, je trouve que ce qu'il y a de très intéressant, entre autres dans les travaux d'Eduardo, c'est en fait, entre autres avec, tu sais, les différents labels qui commencent à émerger pour les bâtiments, qui commencent à avoir eux-mêmes, en fait, souvent jusqu'à maintenant, à l'échelle du bâtiment, en fait, on avait une réflexion qui était assez pauvre de l'inscription du bâtiment dans un socio-écosystème. Et maintenant, on est en train de voir qu'en fait, il y a des critères qui permettent d'intégrer différents niveaux de complexité. Ce qui se passe dans le bâtiment, les différents espaces de travail, éventuellement si c'est
un bâtiment qui est en partie au moins dédié au tertiaire. Et il y a des concepts d'ailleurs du vivant qui peuvent être impliqués en termes de stratégie de design à l'intérieur de ces différents espaces, avec la possibilité par exemple de changer des affectations, des modularités, où on peut un peu comme le principe du Lego finalement changer le design d'espace en fonction des besoins, y compris pour l'habitat d'ailleurs, hein, pas simplement pour le travail. Et donc une sorte de polyvalence qu'on va rechercher. Plutôt que d'être dans l'efficacité maximale, on va chercher une plasticité quelque part qui permet aussi d'adapter certains usages de l'espace. Et puis, il y a des exemples, pas besoin d'aller en Allemagne, hein, qui me semblent extrêmement inspirants dans un label qui s'appelle le Living Building Challenge. Je pense qu'Eduardo peut-être en parlera mieux que moi. Mais il y a un peu cette idée, comme je le disais un peu tout à l'heure, d'alliance entre écosystèmes non humains et structures qui sont là pour héberger des humains. Par exemple, une école à Boulogne un centre à Boulogne qui va faire en sorte qu'il y ait la biodiversité qui puisse s'installer naturellement sur le bâtiment lui-même. C'est designé pour ça dès le départ. Et de façon à ce qu'en fait, on ait vraiment, par exemple, et pourquoi pas, de plus en plus de réflexions sur comment je peux mettre des nichoirs pour différents types d'espèces, pas simplement des oiseaux, des chauves-souris, comment je peux faire aussi une réflexion systémique entre les parcs donc qui sont des réservoirs à biodiversité, ou les forêts qui sont autour de la ville, et faire rentrer des couloirs en fait à travers par exemple des choses comme la voie verte qu'on a à Paris, vous voyez, où non seulement c'est un lieu où on va se promener, mais c'est un lieu qui peut servir de couloir à une certaine biodiversité qui peut venir du bois de Vincennes et rentrer un petit peu plus dans Paris sans forcément qu'on voit ça comme un problème. Donc en fait, c'est vraiment un changement de mentalité qui est en cours. Moi, je travaille aussi avec une structure qui s'appelle RTE en ce moment, y compris pour les infrastructures énergétiques. Je parle vraiment là d'autoroute de l'énergie, hein, pour pouvoir faire en sorte que pour les énergies renouvelables en mer, eh bien, les câbles sous-marins qu'il va falloir créer des centaines de kilomètres de câbles, que pour le moment on stabilise avec des enrochements, on fait venir de la matière à grand coût énergétique pour protéger ces câbles de l'arrachement des ancres, des navires, etc. Eh bien, on crée des récifs qui soient des oasis de vie, qui non seulement protègent les infrastructures, mais en même temps soient des sources de vie qui vont se propager aussi aux alentours. C'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. C'est-à-dire comment finalement je rends service à l'humain, mais je rends service à plus que l'humain. J'ai ce qu'on appelle aussi une réponse synergique. L'agroécologie est un bel exemple de ça. Je nourris l'humanité, mais je nourris aussi des tas d'autres espèces. Je fais revenir aussi des auxiliaires en même temps. Je capte du carbone. Et ça, c'est ça qu'il faut rechercher un maximum pour pouvoir répondre avec la vitesse qui est nécessaire aux grands enjeux de l'époque. Merci Tarek, très bien. Peut-être Olivier, si tu veux rebondir sur cette partie-là, je sais que d'ailleurs je rebondis sur ce que Tarek a dit d'espaces qui ont des utilisations différentes. Et je sais quand on a discuté, Olivier, tu parlais des espaces de travail qui étaient aujourd'hui où on avait un peu confondu tout et on essayait de tout faire au même endroit. Et que le biomimétisme, ça rappelait aussi qu'il fallait consacrer les espaces à certaines activités. Et peut-être que c'est sur cette partie-là, si tu veux rebondir, ou si tu veux rebondir sur autre chose qui a été dit d'ailleurs. Non, je peux aller là-dedans. En fait, ce que je trouve intéressant dans ce que disent Tariq en fait, et Eduardo, c'est là, on parle beaucoup de la forme, en fait, des formes en fait, des bâtiments et de l'intégration en fait, des formes des humains en fait, avec l'environnement et la nature. Donc, et comment cette nature, finalement, en fait, elle aide les humains à se sentir plus à l'aise. Et ça, effectivement, c'est une voie. Moi, ce que je peux remarquer, c'est que c'est vrai qu'en fait, dans la nature, quand on regarde dans une forêt, il y a des espaces en fait, qui correspondent à des fonctions. Euh, et en réalité, quand on regarde en fait, aujourd'hui dans les organisations, tous nos espaces sont souvent très orientés en fait, vers des fonctions en fait, qui sont assez claires, qui sont la production, quoi. Et que c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, si on regarde dans le vivant, il y a constamment des espaces en fait, de rencontre ou d'intermédiation en fait, entre les différents systèmes. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que ces espaces-là, en fait, alors, on peut les voir dans des espaces de coworking qui ont des espèces de fonction de faire des liens. Mais dans les organisations aujourd'hui, on essaie de créer des espaces en fait, qui font du lien, mais il n'empêche qu'il y a toujours cette intention en fait, qui est de produire. Alors que dans le vivant, ce qui est intéressant, c'est que les espaces de lien sont souvent là en fait, pour maintenir un équilibre d'interrelation.
Et j'entends par là, en fait, aujourd'hui, pas mal quand on parle, en fait, de transition ou d'évolution des organisations, il y a beaucoup de consultants, de facilitateurs, en fait, qui peuvent être appelés. Et si vous regardez bien, en fait, ces rôles-là sont des rôles, en fait, du vivant qui sont juste des rôles de lien. Et les 3 quarts du temps, en fait, ces personnes qui arrivent, en fait, pour aider des structures à évoluer ou à se revitaliser, finalement, elles sont juste là pour recréer des espaces publics, en fait, des espaces d'interrelation et des espaces d'échange au sein, en fait, des organisations. Et voilà, c'était simplement que je trouve intéressant de se dire, certes, il y a la forme, mais il y a aussi la fonction, en fait, des espaces. Et dans les organisations aujourd'hui, en fait, on a souvent des organes, des espaces, en fait, qui sont très productifs et pas nécessairement orientés sur un ADN qui est celui du lien dans les organisations. Très bien. D'ailleurs, on a bien vu que tu avais cherché ta place pour trouver le bon endroit pour nous parler. Ah ouais, j'ai des travaux chez moi, je fais une isolation extérieure et du coup, ils tapent dans tous les sens, alors je suis obligé de fuir. C'est pas grave, j'ai l'impression que tu as trouvé la bonne place. Dans la Du chambre coup, des enfants. Tout va bien. je rebondis sur, ce que tu disais sur l'équilibre, pour partir sur la deuxième partie dont je vous avais parlé, qui était, une partie sur, les équilibres fondamentaux et où comment le biomimétisme est finalement un moyen de redonner du sens dans nos organisations et au travail de manière générale. Je reste avec toi, Olivier. Toi, tu es consultant en organisation, tu aides les entreprises à réfléchir à leur manière de fonctionner, comme tu nous disais à l'instant. Et est-ce que tu penses que le biomimétisme peut apporter des réponses et finalement redonner du sens au travail? Bah, en fait, Tarek, il le disait tout à l'heure, moi ce que j'aime bien, et je pense que enfin, quand on parle biomime, encore une fois, il y a cette question en fait, de s'inspirer en fait, des systèmes du vivant, en fait, pas nécessairement des formes en fait, ou des fonctions en tant que telles, mais aussi comment s'organisent, on va dire, les autres êtres vivants, tout en sachant qu'on est des êtres vivants nous-mêmes, en fait, les humains. Et on a aussi des systèmes qui fonctionnent très bien, dans lesquels on peut s'inspirer. En tout cas, ce que je trouve dans ce que disait Tarek qui est très intéressant, c'est le changement de posture et de regard quand on pense en fait qu'une organisation, c'est-à-dire un rassemblement d'êtres humains, est un écosystème ou un système vivant. C'est-à-dire ça nous force en fait à, à regarder, on va dire, l'entreprise ou l'association dans laquelle on est comme un sujet, pas comme un objet, pas comme quelque chose qu'on a à gérer, mais comme quelque chose qui est vivant en fait et qui est traversé par des tensions ou en tout cas des besoins d'évolution, et que nous, finalement, êtres humains, on est un peu comme des capteurs, on va dire, de ces besoins d'évolution. Que dit capteur, ça ne veut pas dire, en fait, j'ai envie de dire, on est des instruments, en fait, nécessairement de cet organe, c'est juste on en fait partie. Alors certes, on vient chercher, en fait, une économie les 3 quarts du temps pour notre subsistance. Mais il n'empêche que si en fait on se décale à ce regard-là, il y a beaucoup de problématiques dans les entreprises ou dans les équipes en fait qui peuvent disparaître parce que d'un coup en fait les tensions qu'il y a dans les entreprises en fait sont plus liées nécessairement aux individus en tant que personnes, mais au rôle en fait qu'il y a que portent ces personnes-là. Et en fait les tensions dans ces rôles sont plutôt perçues en fait comme un besoin de ce système vivant qu'est l'organisation en fait d'évoluer. Et ça, moi, je trouve que c'est super intéressant parce que quand on arrive en fait à se décaler à cet endroit-là, du coup, ça fait tomber un peu les égos. Et j'aurais envie de dire aujourd'hui, vous voyez, par exemple, Tariq, vous parlez des questions d'ADN, en fait, de structure et de raison d'être. Alors, c'est la mode, en fait, la notion des raisons d'être des organisations. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on se questionne, nous, en tant qu'individus, sur nos raisons d'être, bon, souvent, en fait, ça nous permet, en fait, de faire des évolutions, on va dire, de parcours. Et il n'empêche que fondamentalement, on a souvent besoin de notre histoire, en fait, pour pouvoir se questionner, en fait, sur notre raison d'être, et j'aurais envie de dire plus loin, en fait, d'une part d'ancrage. Et ça m'amène, en fait, à 2 points. Je fais très rapide, hein. C'est, le biomimétisme, en fait, quand on regarde, dans les principes, il n'empêche que le vivant, il se raccroche à un humus, voilà, à des bases. Les racines, en fait, elles se prennent dans de la terre. Aujourd'hui, on est quand même une société assez hors sol, en fait, à certains endroits. Et c'est vrai que c'est très intéressant en fait pour les organisations aujourd'hui de comprendre quel est leur ancrage. Et quand on dit ancrage, ce n'est pas nécessairement là où est leur site, mais c'est aussi à quel humus ou à quel territoire en fait elles participent. Et par exemple, en fait, avec la crise du Covid, c'est super intéressant. Aujourd'hui, vous aviez Emmanuel Faber en fait, de Danone qui était sur France Inter et qui disait en gros, on a un plan de licenciement de 2000 personnes, voilà, qui viennent d'annoncer, et en même temps, on est sur une nouvelle stratégie en fait interne, en fait, qui est relocalisée au maximum pour redonner une autonomie territoriale. Alors, on le prend comme on veut. Dans les principes du vivant, il y a un principe du vivant qui est que perdre un peu pour mieux se protéger. Donc, on pourrait se dire, en fait, Danone, superbe, en fait, perd un peu pour mieux se protéger. Mais il faut voir l'intention qu'il y a derrière. Et je trouve qu'aujourd'hui, les principes du vivant,
dans ce qui est vivifiant et régénérant, nous pose la question en fait de l'intention qu'il y a derrière. Et de l'autre côté, en fait, Fabien va vous dire, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le Covid vient interroger la question en fait du local comme une réponse en fait à la résilience de notre système. Et en fait, toutes les organisations devraient se poser la question de l'humus, c'est-à-dire de là où elles ont leur ancrage et leurs racines. Et en général, quand vous faites ça, ce qui est très intéressant, c'est que ça replace aussi les humains des organisations dans du sens. Parce que les trois quarts d'entre nous, d'humains, en fait, on évolue dans des boîtes qui travaillent au mondial, donc voilà, qui achètent loin, qui vendent loin, qui font tout loin. Mais en fait, on habite sur le territoire d'ancrage en fait, de cette même entreprise. Et pourtant, il n'y a aucun lien qui est fait. Voilà, donc j'ai envie juste de dire moi que je trouve que fondamentalement, ce qu'apporte le biomimétisme en fait, sur la question des organisations et du sens, en fait, c'est très axé sur l'interrelation. Les trois quarts des organisations qui sont en interne ou en externe, en fait, vivent dans des formes de silos. Et en fait, le vivant nous dit surtout une chose, c'est que tout est interrelié. Et aujourd'hui, en fait, tout le travail dans les orgas, c'est recréer cette interrelation. Très bien, merci beaucoup Olivier. Bon, tu es parti quand même dans ma troisième partie, ce qui n'est pas grave parce que vu l'heure qu'il est, je suis très Ben ouais, c'est ça. contente de l'aborder. Mais j'aimerais bien faire rebondir Tariq sur quelque chose que tu as un peu déjà dit, mais que finalement que tu as remis en perspective, qui est est-ce que tu disais tout à l'heure, il y a des choses à apprendre et il y a des choses à ne pas prendre dans la nature, comme il s'agit quand il s'agit de l'appliquer aux organisations. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et d'ailleurs, je reprends la question de Chloé, que j'ai vue, qui était un peu la même chose. On parle beaucoup de s'inspirer de la nature pour nos organisations, par exemple. Il y a aussi beaucoup de violence dans la nature. Tout n'est pas à prendre. Tariq, t'es muet. C'est mieux si j'active mon micro. Merci Florie, merci Chloé pour la question. C'est une question extrêmement importante. Au sein de l'Institut, c'est vraiment une des choses que l'on creuse à travers d'ailleurs des échanges riches, variés, avec des amis de l'Institut que sont Patrick Vivray, pour ceux qui connaissent, ancien économiste, philosophe, qui a participé à la création des dialogues en humanité, des gens comme Michael Dandrieux, par exemple, sociologue de l'imaginaire, et puis d'autres, bien d'autres, Erwan Lecoeur, sociologue également de toutes les dynamiques de transition. Je voudrais citer aussi Caroline Gervais. Caroline Gervais, pourquoi? Parce que elle a été fondamentale dans ma découverte d'une partie de la réponse à votre question. En fait, il y a dans les années 90, ouais, à peu près, début des années 90, toute une réflexion qui a été menée sur comment rendre opérationnelle cette idée de développement durable. Et c'est parti au départ d'un médecin cancérologue en fait, qui a longtemps travaillé contre les cancers sans vraiment savoir quelles étaient les causes des cancers. Et il s'est dit à un moment donné, quand on a compris en fait à peu près quelles étaient les causes, ça a complètement changé notre stratégie. On n'était plus dans j'ai éteint le feu d'un côté, puis j'en allume un autre sans trop m'en rendre compte ailleurs. Vous voyez bien avec toutes ces thérapies qui pouvaient être encore plus avant extrêmement dangereuses même pour les organismes, alors qu'on essayait de soigner paradoxalement. Et finalement, on est encore beaucoup dans des réponses pour essayer d'apporter des solutions à tous ces enjeux complexes, l'énergie, donc l'empreinte carbone avec le climat, la crise de la biodiversité, où on fait, comme je le disais tout à l'heure, des déplacements d'impact. C'est-à-dire, je règle en apparence un problème ici, mais je déplace l'impact ailleurs. Et puis, la dimension humaniste, c'est bien sûr une dimension cruciale, parce que je vais vous donner un exemple tout bête. Vous voulez effectivement réduire votre dépendance dans tout ce qui est extrait des hydrocarbures et du pétro sourcé. Et donc, vous allez développer ce qu'on appelle les agrocarburants. C'est-à-dire que vous allez planter éventuellement maintenant du soja pour faire des agrocarburants. Et pour ce faire, eh bien, vous provoquez indirectement ou même directement la déforestation encore plus accélérée de l'Amazonie pour planter du soja et faire des agrocarburants. Ou alors, ailleurs dans le monde, vous allez créer une compétition entre terres qui sont utilisées pour des besoins alimentaires et puis maintenant des terres arables qui sont utilisées pour produire de l'énergie. Et donc vous voyez que vous avez déplacé un impact et vous avez atteint des besoins humains fondamentaux, la possibilité de s'alimenter correctement, ou bien vous avez détruit la biodiversité. Et alors il y a une approche qui s'appelle Natural Step, pour ceux qui connaissent peut-être l'organisation, et au niveau scientifique FFSD, pour Framework for Strategic Sustainable Development, qui dit pour être authentiquement dans du développement durable et désirable, un champ des souhaitables, il faut réduire notre dépendance en substances extraites de la croûte terrestre, il faut éviter de balancer dans l'environnement des substances que l'environnement n'est pas capable de dégrader, donc ça touche à tout ce qui est pollution persistante, entre autres, et il ne faut pas que nos modes de production, nos modes de consommation génèrent la destruction physique des écosystèmes.
Et il y a un quatrième principe qui définit l'échiquier sur lesquels les parties peuvent être jouées, c'est on ne peut pas créer de la valeur si ça génère des obstacles pour que certains humains puissent accéder à leurs besoins humains fondamentaux. Et ça touche à une question qui mériterait une journée entière de discussion sur ce que c'est que les besoins humains fondamentaux, qu'est-ce qui est plutôt des besoins ou qu'est-ce qui est plutôt des envies. Mais en tout cas, cette dimension humaniste, elle est cruciale. Et tout le système est déstabilisé si on ne prend pas en compte ces 4 dimensions qui génèrent en fait l'espace de jeu quelque part. Ensuite, les principes du vivant, que l'on peut prendre dans d'autres systèmes que les systèmes humains, ont toutes leurs valeurs. Mais sans ça, on risque de jouer à un jeu dangereux. Il y a des tas d'exemples, hein. J'ai parlé tout à l'heure de la sélection naturelle, mais aussi, si c'est génial de s'inspirer des fourmis pour éviter la congestion dans les villes et pour favoriser la synchronisation dans un groupe d'individus, l'intelligence collective, eh bien, c'est peut-être pas une bonne idée de s'en inspirer pour nos modes d'organisation sociale avec des rôles qui sont relativement figés, une reine qui va pondre des œufs toute sa vie, des guerrières, des ouvrières, etc. Un lion qui mange une gazelle à moitié vivante, eh bien, il n'est pas en train de faire quelque chose de mal du point de vue du lion, ni même quelque chose de violent. Pourquoi? Parce que la notion de mal n'existe probablement pas dans sa tête de lion. Il agit, comme dirait Spinoza, selon sa nature de lion. Mais nous, espèces humaines, qui avons conscience de nous-mêmes, et on n'est pas les seuls, hein, comme le disait Darwin, on a développé aussi des dynamiques culturelles, des dynamiques qui ne sont pas simplement biologiques. Et une de ces dynamiques culturelles a généré ce qu'on appelle des cadres éthiques, qui définissent en fait un contrat moral pour pouvoir faire ensemble, vivre ensemble, avoir des interactions sociales ensemble, sans que le gain pour une minorité ou même une majorité se fasse au prix de destruction pour d'autres catégories dans notre société. En tout cas, c'est pourquoi on se lève chaque matin, et donc il faut avoir ce filtre-là en permanence pour pouvoir sélectionner des stratégies du vivant qui du coup deviennent extrêmement intéressantes à utiliser parce qu'elles sont déployées dans un espace sécurisé. Merci Tariq. J'ai une question de Lucie, peut-être pour Eduardo, une question sur la biophilie. Ouvrir les vues par des beaux espaces vitrés fait entrer la lumière, mais représente une grosse déperdition de chaleur ou de fraîcheur selon la saison. Y a-t-il des solutions à l'étude en ce moment? Oui, ça c'est une question assez souvent, assez qu'on va faire face, presque toujours. Oui, aujourd'hui, il y a même des réponses, très proches du biomimétisme aussi, à tout ce que c'est conception bioclimatique. Donc on va essayer d'optimiser ça. Donc déjà, je pense que pour rebondir un peu à ce que Olivier a dit aussi, cette notion d'ancrage, moi je viens créer les projets dans les territoires. On doit comprendre quels sont les apports en lumière, on doit comprendre quelle disposition du bâtiment est la plus idéale pour essayer de réduire ces déperditions. Donc c'est sûr qu'il aura une déperdition. Après, on a des solutions techniques et technologiques, donc double vitrage, des typologies comment ça s'appelle? Ombrières qu'on peut mettre dans la façade, et aussi la notion du bioclimatisme pour concevoir un bâtiment qui va optimiser l'apport d'énergie solaire selon les saisons et selon ces changements d'apport de luminosité et d'énergie solaire pendant toute l'année, et en même temps réduire ces pertes, enfin augmenter cette valeur ajoutée de la biophilie et réduire les pertes énergétiques. Donc tout ce que c'est conception bioclimatique. Merci Eduardo. Peut-être que j'en prends une très vite aussi encore pour toi, celle de Cécile, qui est: est-ce que ce travail sur les structures des espaces s'applique à la maison individuelle? Et oui, comment? Oui. Oui, c'est intéressant ça. Tout ce travail de biophilie, il a commencé très axé aux espaces de travail. C'est une question que j'ai discutée dans mon labo de recherche très récemment parce qu'il y a un postdoctorant qui s'est posé la même question. Comment est-ce qu'on applique tout ça à la maison individuelle au vu de la crise du coronavirus? Parce que la maison individuelle, elle est devenue l'espace de travail de beaucoup de personnes. Heu, donc aujourd'hui, je pense qu'on peut tous ces questionnements actuels, on commence à transférer ces notions de biophilie à la maison individuelle. C'est pas très appliqué encore. Aujourd'hui, elle était beaucoup appliquée dans les espaces de travail, mais on commence à réfléchir. Lui, ces chercheurs, il a produit un article sur ces questions. C'est pas encore publié, mais ça va être publié prochainement, je crois, dans lequel il a investigué un projet qui s'appelle Corona Maison. Donc, une dessinatrice française, elle a proposé à plusieurs artistes de dessiner la maison idéale
dans laquelle on aimerait être confiné et travailler et passer notre 1er confinement. Et lui, il a analysé quel élément de la biophilie était présent dans 300 de ces dessins qui ont été proposés. Et donc, il a trouvé plusieurs éléments dans lesquels on a parlé aujourd'hui: la lumière, l'élément vivant, les chats, la plante. Donc c'est intéressant, on commence à faire ce transfert encore, donc c'est récent. Si ces projets sont en ligne, est-ce que tu peux nous mettre le lien dans la conversation? Son projet n'est je pour les cours à la maison, je peux envoyer son projet à lui, c'est pas encore publié, mais je peux envoyer son profil, comme ça vous Comme ça, suivez. on peut suivre. Très bien, super. Et je vais prendre une dernière question. Alors, on va avoir un petit peu de retard, mais on se dit que c'est pas grave. Je vais prendre la question de Clément Altaresco. Comment insérer cet équilibre des espaces dans notre contexte capitaliste? Prix au vivant, point d'interrogation. Des espèces, pardon, pas espace. Comment insérer cet équilibre des espaces dans notre contexte capitaliste? Tariq ou Olivier, si l'un de vous veut répondre. Je vais laisser Olivier répondre, j'ai bien répondu tout à l'heure. Euh, le comment, il est toujours. Ce que je comprends de la question là, c'est le lien avec les autres espèces, c'est ça, Chloé? C'est ça qui a. J'entends pas en fait à ton Ah micro. oui, pardon. Oui, je pense que c'est ça, c'est vraiment une question d'équilibre entre espèces. Ok. En Je fait, pense que c'est aussi cette, partie, je ne sais plus si c'est toi ou si c'est Eduardo ou même d'ailleurs Tariq, cette partie un peu, où on a, dans le biomimétisme beaucoup de coopération et où vous de votre côté, et ou dans le côté, plutôt dans le monde capitaliste, on est sur de la compétition, et peut-être que c'est un peu ce rapport-là. moi, je peux vous partager deux choses. Moi, je pense il y a déjà en fait de recréer en fait le sens de la coopération entre humains. En fait, le comment, c'est souvent en fait de re-questionner en fait le commun ou les communs. C'est vrai que dans la nature, les communs, voilà, l'écosystème en fait, il est dans une recherche en fait d'un équilibre constant, mais son intention, elle est clairement en fait dans une forme de survie. Bon, après, peut-être c'est un peu la même chose chez nous, mais j'ai envie de vous envoyer ce que je trouve très intéressant et que nous on vient travailler sur ce territoire de la vallée de la Drôme, c'est ici vous avez la présence en fait de non-humains comme le loup qui vient gêner énormément, on va dire, la vie des humains, même donc, et qui génère en fait des vraies ruptures en fait culturelles. Et aujourd'hui, en fait, il y a un projet qui s'appelle les auditions du Parlement de la Loire, que je vous invite à aller voir. Les auditions du Parlement de la Loire, ils sont en train de travailler sur le fait de donner en fait un statut moral à la rivière la Loire. Comme il y a certaines personnes ici dans la vallée qui cherchent en fait à donner en fait une personne morale en fait au loup, c'est-à-dire en fait lui donner une place dans le Parlement en fait des humains. Et en mon sens, en fait, ça vient toucher quelque chose qui est de l'ordre des principes du vivant fondamentaux, hein, qui est que les principes du vivant, en fait, ils travaillent sur la diversité. Et c'est vrai qu'on regarde dans nos organisations aujourd'hui, on essaie d'apporter la diversité au maximum, et c'est pas quelque chose de facile. Et quand on dit diversité, c'est pas juste racial, mais c'est vrai qu'en fait, d'y intégrer aussi une diversité, c'est-à-dire de se poser la question, de se dire qu'en penserait en fait le loup, qu'en penserait la Loire en fait par rapport à telle dynamique, telle stratégie qu'on irait mettre en fait voilà, dans la dimension d'un projet. C'est assez intéressant parce que finalement ça vient travailler quelque chose chez nous d'une forme d'empathie, mais une empathie pour autre chose en fait que les êtres humains. Peut-être qu'en fait utiliser l'autre nature, la nature non humaine en fait pour réussir à coopérer entre humains, ça peut être intéressant. C'est-à-dire le biais, la médiation par le loup, par la Loire, par en fait autre chose qui ne soit pas humain, peut nous aider en fait à mieux coopérer entre nous. Des fois, j'aurais tendance à dire, mais c'est pas si gagné que ça. Je sais pas si je réponds bien. Merci Olivier. C'était une question un peu dure. Peut-être j'en prends une dernière, je gratte un peu du temps. J'en prends une dernière que je trouve très sympa, de Grégoire Gadebois, qui nous dit: «Quels exemples aurions-nous de pratiques humaines dont la nature se serait inspirée?» Une forme de reverse du biomimétisme. Est-ce qu'on en a déjà? Alors, il y a des tas de façons, en fait, surtout, je pense, comme ça spontanément, c'est une question à laquelle je n'avais pas forcément pensé. Moi, ce que j'ai pu voir, j'ai la chance d'être chef d'expédition polaire et j'étais très surpris une fois donc ça fait 25 ans hein, que je vais dans les pôles, même un peu plus maintenant, quasiment tous les ans, sauf cette année, parce que le corona, ben voilà, toutes les missions à bord des bateaux ont été annulées. Et je me rappelle avoir vu, il y a quelques années, en fait, des trappeurs de l'Arctique qui mettaient leur viande de phoque sur des plateformes en haut d'échelle. Pour protéger de quoi? Des ours, principalement, des ours blancs.
Et puis, donc j'étais sur un bateau, puis je vois un ours approcher de la plateforme. Et donc, sans hésiter une seule seconde, il a monté, OK, mais au moment de descendre, il s'est retourné et il a descendu en marche arrière. Et je me suis dit: «C'est pas possible, il a pas» comment il savait que c'était, à mon avis, il a observé des humains, parce que j'en ai vu d'autres ours se casser la figure en essayant de descendre de l'avant, alors des fois ils y arrivent, mais quand ils essaient de descendre, ils se retournent jamais. J'ai jamais vu un ours faire ça. Et je me suis dit: «En fait, il a observé les humains, il a compris que ça se faisait comme ça». Après, j'ai vu des collaborations interespèces intéressantes. Déjà, ben, pour penser un petit peu à ne serait-ce que votre chat, si vous en avez. Qui c'est qui a domestiqué l'autre? Je me demande si c'est pas le chat qui a pas domestiqué l'homme, hein. Quand on regarde un petit peu le rapport équilibre-bénéfice-coût, donc il y a des tas en fait d'exemples d'espèces qui vont avoir profité en fait de la présence des humains. Moi, j'ai pu voir aussi certains animaux se réfugier près des humains parce qu'ils savaient que leurs prédateurs avaient peur des humains, nicher plus proche des humains ou faire leur terrier plus proche des humains. Donc il y a des cas en fait où vous avez aussi, par exemple, des grands singes qui ont appris certains comportements en observant les humains, entre autres par rapport à l'alimentation. Euh, il y a aussi des cas de macaques, par exemple, qui ont appris à troquer en piquant à certains touristes en Asie leur paire de lunettes ou leur appareil photo, et à troquer en fait la restitution en échange de nourriture, par exemple. Et vraiment, ils sont terribles, hein, ils sont extrêmement efficaces. Donc, j'ai pas énormément d'exemples, mais je suis certain que ça existe bien plus largement que les quelques exemples que j'ai pu vous, vous proposer. Merci beaucoup, Tariq. On va malheureusement devoir s'arrêter là. Et du coup, pour répondre d'ailleurs à Aurélien, si le sujet du biomimétisme, ça vous intéresse, il y a Biomime Expo qui aura lieu. C'est le rendez-vous du biomimétisme qui aura lieu en ligne du 7 au 11 décembre. Donc, vous pouvez y aller. Je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien dans la conversation. Tac. Et encore une fois, je vais vous remercier tous les trois déjà d'avoir participé à ce moment avec moi. Et puis encore une fois, à Morning pour avoir organisé, à Anissa, à François et à Agathe. Alors, je vous préviens, la semaine de l'optimisme, ce n'est pas terminé. Vous avez rendez-vous demain pour parler de la transformation des organisations avec Isaac Getz, spécialiste de l'entreprise libérée et de l'entreprise altruiste. Il sera entouré de Caroline Leroy, DRH Monde chez PFIT, et de Marie Barbier, RH chez Morning. Et si vous n'avez pas encore vos billets, je vous remets aussi le lien pour aller les prendre et pour avoir le lien Zoom pour demain. Voilà, merci encore à tous les trois. Merci à tous. Et vous pouvez Merci nous de votre retrouver, je pense, en invitation. Et puis, replay sur Morning. Merci.